quelques minutes avec des acteurs de terrain, des acteurs de ce terroir que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas assez de toute façon. Donc on vous invite à venir nous voir et peut-être aujourd'hui découvrir ces gens qui font vivre ces territoires, ces lieux et puis ces activités. Vous allez voir que on est dans le culturel aujourd'hui, dans les plaisirs de la bouche avec des surprises et puis du patrimoine et puis également de la musique. Et je vais juste vous présenter nos invités, peut-être commencer par Sophie Connor. Bonjour Sophie, vous êtes vous exploitante à la ferme de la Com, peut-être juste nous dire où vous êtes, près du château de la Réole, au nord-ouest de Toulouse, vous êtes où? Donc, je suis à Bellegarde-Sainte-Marie. Oui, donc tout proche. Tout proche. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis exploitante agricole. Oui, et les produits, on les verra tout à l'heure, ils sont là-bas, Voilà. on va les découvrir. Peut-être le micro au monsieur qui est à votre gauche, qui s'appelle Sébastien Topiac. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Sébastien Topiac, je suis producteur d'ail violet de Cadour et aussi président des producteurs du syndicat de l'ail violet de Cadour. Ah oui, ça, il ne faut pas rigoler aujourd'hui, il y a du président sur le tableau, le plateau, donc il y a également une directrice de la direction des arts visuels et vivants du conseil départemental, la DAV. Bonjour Sylvie Castro. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'aspect culturel de ce lieu qui est très vivant l'été. Tout à fait. Nous avons en charge la programmation art vivant et art visuel de ce lieu avec grand plaisir depuis de nombreuses années porté par le conseil départemental. Avec un événement qui fait l'actualité de l'été, qui est 31 notes d'été, un festival très prisé. Et on va découvrir des artistes qui sont là. Mais avant, je voulais dire bonjour à Régis Jondot, qui est notre hôte en fait. Vous avez les clés, Régis. J'étais un peu chez moi. C'est ça. J'ai les clés en tout cas du lieu. Du lieu, du château. Qui ne m'appartiennent pas totalement encore. Ah, je pensais. Et alors le parc à la française et tous les équipements qui sont autour sont ici très protégés et puis vous y veillez quoi. Oui, tout à fait. Ouais. On a 24 hectares en totalité, donc une partie est classée et l'autre partie effectivement paysagée pour constituer les abords du château véritablement. On en parlera en détail tout à l'heure avec ce château du XVIe siècle qui est quand même une merveille et qui est posé en pleine nature ici, au nord-ouest de Toulouse à combien, 30 minutes 40 oui, c'est ça, un petit peu plus. Bon, c'est pour vous inciter à venir très vite. Alors, je voulais vous présenter également nos invités que nous allons retrouver à 2 reprises au cours de cette émission. Le groupe Radio Mango, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Laurent, David, qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission avec vos prestations. Vous êtes ici avec ce duo qui existe depuis peu en fait. Qui existe depuis 2 ans, oui, voilà. C'était le plaisir de mélanger les sonorités, de vous retrouver. C'est le plaisir d'une rencontre assez intime de 2 instruments. Oui. Parce que moi personnellement, j'ai plutôt l'occasion de travailler dans des formules plus importantes. Oui. On en parlera en détail tout à l'heure. Il y a vraiment une vie musicale autour de vos 2 personnalités. Accordéon, c'est ça, Laurent? Oui. Accordéon particulier? Accordéon chromatique, non. Bon, on va l'écouter avec plaisir. Et vous saxophone, soprano. D'accord, qui est là. On vous écoute peut-être tout de suite en précisant qu'on vous retrouvera dans le cadre de ce merveilleux château le 14 août prochain. Et donc pour le festival 31 notes d'été. Et puis on va vous écouter tout de suite. Quel est le titre du morceau? On va vous jouer une valse qui s'appelle Germaine et qui a été composée en 1929. D'accord. Elle n'a pas pris une ride. Oui, Germaine, à tout de suite. Oui. À tout de suite.
Radio Mango. Merci pour cette belle introduction. On vous retrouve tout à l'heure pour évoquer plus largement votre parcours, vos sonorités et puis les univers différents auxquels David participe et Laurent aussi. C'était un plaisir de vous entendre en tout cas. Je pense que maintenant on va vous inviter à découvrir le territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui, celui du château de la Réole, celui de Cadour avec l'ail violet que nous évoquerons tout à l'heure, et puis la nature omniprésente. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais le seul bruit, ce sont les oiseaux qui gazouillent et qui sont autour de nous. La vidéo qui va suivre va vous présenter ce territoire et je tenais juste à dire que sur cette vidéo, ce n'est pas moi sur le vélo, que ce soit bien clair. Bienvenue à Cadour et à la Réole. À tout de suite. Nous revoici en direct du château de la Réole, au nord-ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, avec nos invités qui sont aujourd'hui au nombre de 4, avec Sophie Connor de la ferme de la Com. Peut-être, Sophie, on va commencer avec vous, mais je salue à nouveau Sylvie Castro, la directrice de la DAV, Régis Jandot, notre hôte au château, et puis Sébastien Topiac, producteur d'ail et président du syndicat des producteurs d'ail violet de Cadour. Sophie, on vient chez vous chercher des bons produits, là aussi, on parle de l'ail, mais les vôtres, ils sont pas mal. Du cidre, du jus de pomme, c'est ça? C'est ça, du cidre et du jus de pomme. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces produits? Alors la spécificité, c'est que déjà, ce sont des produits, donc je suis en conversion bio pour le cidre et en bio pour le jus de pomme. Donc voilà, produits naturels, donc avec minimum, voire pas de produits autres. Donc c'est une fabrication qui pourtant était très très connue dans toutes les fermes avant, tout le monde avait des pommiers dans sa ferme et tout le monde faisait du cidre. Voilà, donc moi j'ai découvert cette boisson qui au final, en la laissant fermenter de façon naturelle, va devenir peut-être moins sucrée et plus alcoolisée que les cidres qu'on a l'habitude de boire, voilà, notamment sur les crêpes, etc. Donc c'est une boisson qui s'apparente plus à de la bière, voilà, en tant que telle. Donc on retrouve la tradition presque bretonne, non? Exactement, j'ai beaucoup de Bretons et de Normands qui viennent me dire je retrouve la boisson que faisaient mes grands-parents. Donc venez les Bretons et les Normands, on a de quoi vous satisfaire. On a aussi de quoi satisfaire les papilles avec Sébastien Topiac, parce que vous, mine de rien, vous êtes sur une niche. L'ail violet, c'est quelque chose d'endémique presque, j'allais dire. Ouais, voilà, donc on est sur une production quand même qui...
sur le secteur qui remonte à peu près une centaine d'années. On a des traces, des écrits au niveau de la mairie de Cadour sur des échanges avec de l'ail. On est sur un produit labellisé AOP, donc on est sur un produit de qualité. On est sur un produit de niche parce qu'en gros ça représente à peu près 90 producteurs, 120 hectares. Ce qui fait à peu près 1000 tonnes de production d'ail, mais quand on le trie et qu'on sort réellement la crème de la crème qui est l'AOP, on est plus sur du 200, 250, 300 tonnes maximum quoi, de produits labellisés. Sébastien, l'AOP L'AOP, appellation d'origine protégée. Oui. Donc voilà, on est sur un produit où est-ce qu'il y a un savoir-faire, un terroir et un environnement, quoi, voilà, et une histoire. Donc ces quatre spécificités de l'ail violet de Cadour ont permis d'avoir l'AOP. Donc nous on est sur un ail violet, comme son nom le dit, ail violet de Cadour, on est sur un ail violet, qui est plutôt un ail, c'est le premier à être récolté, on va dire, par rapport à l'ail blanc et l'ail rose. On est sur un ail quand même qui est plutôt piquant en bouche, qui cogne assez, quoi, on va dire, pour ceux qui connaissent, il cogne assez. Il fait pleurer, non? Il fait pleurer, surtout la récolte a eu lieu la semaine dernière. Si vous le mangez maintenant, ça cogne. On le voit derrière vous, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si voilà, on a une gerbe, voilà. Là, il est ramassé comme ça, une gerbe. Ouais. Donc on voit sa coloration un peu violette, là, violacée. Je vous empêlerai après quelques têtes et on fera une tresse pour vous montrer ça. Donc ça c'est une gerbe, voilà, qui est ramassée comme ça. Là il va sécher à peu près 15 jours à 3 semaines, il va sécher sur barre. Et après on va le conditionner, ce qu'on appelle le conditionner, c'est-à-dire le pelage et le tressage. Voilà. On en reparle plus en détail tout à l'heure. On va vous voir œuvrer parce que c'est intéressant de voir aussi le terroir en action, j'allais dire. D'accord, je vais vous montrer pour le pelage là. Oui, on va voir ça tout à l'heure. Sébastien, on vous fait confiance. Et puis on va parler de culture aussi, puisqu'on est dans un lieu de culture. Régis Jandot, ce château de la Réole, il est merveilleux. Depuis combien de temps est-il actif et ouvert au public? Ouvert au public, pardon. Je prends le micro, c'est mieux. Ouvert au public depuis 2005. D'accord. Il a été racheté 21 ans plus tôt, puisqu'il a été racheté en 1984 par l'Assemblée départementale. Et pour être sauvé de la ruine qui menaçait. Il n'était pas en très bon état et du coup le domaine public s'est porté acquéreur pour le remettre en état. Et c'est vrai qu'il y avait de très gros travaux, donc ça n'a été possible qu'avec la puissance des fonds publics. C'est vrai qu'il y a un avant-après, on a une photo qui est très parlante à l'accueil du château qui est superbe. On voit la végétation qui a tout investi. Le lieu n'a rien à voir, aujourd'hui on est ailleurs. Oui. Au tout début, c'est vrai que la végétation avait énormément envahi les lieux, le lierre grimpait au mur, le portail grinçait. On était plus dans le château de la Belle et la Bête de Cocteau qu'au château de la Réole. Belle référence. Mais aujourd'hui, alors, paradoxalement, la végétation revient. Et aujourd'hui, la végétation revient, oui, en tout cas l'intérêt qu'on lui porte, et surtout en essayant de la préserver, puisque une bonne partie du parc maintenant, qui fait 24 hectares au niveau du domaine en totalité, on en a presque 14 qui sont classés en espace naturel sensible. D'accord, on est vraiment dans un lieu paisible et apaisant qui accueille pour le bonheur des musiciens, on l'a vu tout à l'heure, même si le stress était là, mais le lieu aide à se ressourcer. Une manifestation d'importance, peut-être Sylvie va nous en parler, Sylvie Castro, qui est 31 notes d'été. Le lieu, on en parlera tout à l'heure, mais le lieu accueille également des expositions. Il y a toute forme de possibilités quand on vient ici. Tout à fait. C'est un lieu qui, une fois sa restauration terminée, a accueilli des expositions et des spectacles dès 2006, je pense, avec une préfiguration de ce qu'était 31 notes d'été ici. On l'appelait le château se donne en spectacle, donc avec une série de spectacles et de concerts qui permettaient au public de découvrir le patrimoine au Garonnais d'une façon différente. Donc là, depuis 25 ans, le festival 31 notes d'été irrigue le territoire de la Haute-Garonne et le château fait partie de ce patrimoine essentiel à faire découvrir aux Garonnais ou à redécouvrir sous une forme différente. On va en parler en détail tout à l'heure de ce festival qui est une merveille. Il essaime, comme vous disiez, du 5 au 28 de mémoire août. Voilà, du 5 au 28 août, nous irriguons le territoire Haute-Garonne. Alors depuis 2 ans, avec le Covid, nous avons resserré la programmation sur le mois d'août
Pourquoi le Madoute? Parce que c'est un espace-temps aussi qui est peu irrigué sur le territoire, peu de propositions artistiques et culturelles. Et donc il était naturel que le conseil départemental offre à ce moment-là une programmation resserrée sur... Et ça marche, il y a du monde. Oui, on est sur une fréquentation, on est sur un festival qui, depuis 25 ans, touche à la fois les Haut-Garonnais, les festivaliers bien sûr, les Toulousains et les touristes. Et donc, sa singularité, c'est la proximité aux habitants et la proximité entre artistes et public. On est sur des jauges 400, 500 maximum, plus fréquemment aux alentours de 300. Donc il y a une vraie rencontre entre l'artiste et le public et c'est ce qui est intéressant. Et en extérieur. Et en plein air, oui. Bien sûr. On est toujours en plein air, on profite des espaces, on va découvrir dans des communes des places, des territoires qui sont peu exploités dans le spectacle. Et c'est le faire aussi de ce festival, de faire découvrir l'espace autrement. On va en reparler tout à l'heure. Régis, le château, il est quand même très étonnant parce que vous le voyez derrière nous, alors pas sur cette image, mais peut-être la suivante. Voilà, bravo. Merci Cathy, merci. Je salue l'équipe, Coco et puis Fred, merci beaucoup. Et le château, donc Régis, il a quand même une particularité très, très étonnante, on le voit. Hein. Oui, et oui, ce sont ces façades en particulier. L'autre jour, j'ai eu des scolaires et un petit m'a dit on dirait qu'il a une marinière, le château. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça, hein, le côté rayé de ces façades qui constitue encore aujourd'hui l'originalité du bâtiment, puisque c'est à ma connaissance le seul bâtiment qui présente cette alternance pierre-brique sur les 4 faces, intérieures et extérieures. Et ça, on a retrouvé dans un document du 16e, puisqu'il date du 16e, que c'était la volonté du propriétaire, Pierre de Chevéry, qui demandait d'avoir un castel bâti moitié carreau, moitié tuile. Donc une volonté inscrite dès le départ d'avoir ces rayures qui sont un procédé qu'on utilise à la Renaissance, qu'on appelle le bossage, pour chercher à créer un petit peu des bosses sur ces bâtiments, ou en tout cas une ondulation, une impression de relief. Et on est avec un bâtiment défendu quand même, non? Avec des fossés. Mais il y a tout à fait un système défensif, qui est en place aussi, puisque même si on est à la Renaissance, on n'est pas encore sorti des guerres de religion. Donc on était ici dans un territoire où on avait un propriétaire catholique qui faisait le choix de s'installer entre une place forte protestante qui était à Mauvezin d'un côté et à l'île Jourdain dans l'autre. Donc on était voilà, dans un territoire un petit peu délicat où il y avait des bandes de pillards encore qui risquaient de s'attaquer au château. Et là aujourd'hui ça va, on est bien? Aujourd'hui ça s'est un peu apaisé. Oui. D'accord. Je vois l'équipe qui s'agite, n'hésitez pas à vous manifester sur Facebook, sur le web, vous pouvez poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce lieu merveilleux et puis la région et les terroirs et les productions. J'ai très peur de ce qu'on me prépare mais ça viendra, c'est la vie, c'est comme ça. Culture, on y est toujours dans la culture avec Sébastien qui se roule les pouces, il m'avait dit tout à l'heure, allez on y va, je vais faire une tresse, un truc merveilleux, vous en souviendrez, et puis pas du tout, voilà, il n'y a rien. Donc Sébastien, qu'est-ce qu'on peut préparer avec ce que vous nous avez amené ici? Là on a une gerbe, hein, c'est ça? Voilà, on a une gerbe, ça c'est brut sortie du champ, comme on appelle. Donc, arraché la semaine dernière. Arraché la semaine dernière. Donc je vais vous peler quelques têtes et je vous ferai une tresse par la suite. Et bon voilà, et l'ail violet c'est celui, comme je disais, qui pique le plus relevé. C'est le premier récolté, donc souvent c'est le premier comme moi sur les étals. Donc ça vous allez le retrouver, il faut compter à peu près 15 jours, 3 semaines de séchage, donc vous le retrouverez à peu près vers le 15 juillet sur les étals, quoi, je vais dire vers le 15 juillet. Je peux juste te dire que c'est mon anniversaire ce jour-là, donc si on pouvait organiser quelque chose de sympa, merci. Et alors il y a une belle fête justement en parlant de ça, voilà. Hein, autour de l'ail violet. Et alors là à Cadour, il y a le dernier week-end d'août, c'est la fête de l'ail violet de Cadour, où est-ce que vous retrouverez des animations justement sur le pelage, il y aura une exposition d'ail, aussi un concours. Il y aura aussi bien sûr des producteurs, vous aurez des producteurs qui vendront de l'ail sous toutes ses formes. De plus en plus aussi, maintenant on retrouve de l'ail transformé, c'est-à-dire soit en ail confit, soit en confiture d'ail, soit en tourin. On a aussi des pâtes à l'ail qui sont là-bas. C'est un produit qui est devenu noble, j'allais dire, presque. Hein. Voilà. On retrouve aussi de l'ail noir, on peut dire. Alors ça, c'est le vrai travail. L'ail noir, pour résumer vite fait, ça vient du Japon, les écrits qu'on retrouve. C'est une tête d'ail, soit blanc, soit rose, soit violet, qu'on fait cuire à basse température, dans les 60 degrés à peu près, sur une longue période, sur une longue période avec beaucoup d'humidité. Et on retrouve, c'est un ail qui est plutôt, comment dire, caramélisé, un peu goût réglisse, avec un petit goût aillé en arrière-fond, voilà.
Bon, le discours est bien rodé et ça donne très envie. On vous laisse travailler peut-être, Allez, Sébastien. ouais, je vais travailler. Sophie, peut-être si on s'intéresse à vos produits à nouveau, la ferme de la Com, il y a un vrai travail visuel aussi, hein, je crois, Oui, qui a été accompli. tout à fait. Ouais. Oui, familial même. Oui, Ouais, sur celle-là. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve parmi vos produits? Donc on le disait, le cidre avec un travail particulier et les jus de pomme, tout ça est bio? Alors le jus est bio et le cidre est en conversion. D'accord. En conversion bio. Après oui, ce sont des produits. Bon, le jus de pomme, c'est un jus qui a pour particularité de ne contenir que de la pomme, pas d'eau, pas de sucre et pas de conservateur ni aucun produit. Donc il plaît beaucoup parce que le retour que j'ai, c'est que les gens ont l'impression de croquer dans la pomme. Donc voilà. Et après le cidre c'est un cidre, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui part d'une base de différentes pommes qui ont fermenté, souvent de façon vraiment individuelle, et qui, au bout de 10 mois de fermentation, je goûte, je les assemble en faisant un assemblage qui me convient. Donc c'est un peu un travail d'œnologue. Et ensuite, je crée, comme la bière, une seconde fermentation en bouteille qui va apporter ou non des bulles. C'est là que mon produit est un peu particulier parce que des fois, la nature fait que les bulles ne se font pas ou pas aussi vite que le voudrait l'humain. Donc chaque année, on a un produit différent en fait. Chaque année, un produit différent. Ouais. Et c'est un petit peu mon bonheur de chaque fois de faire quelque chose de... Voilà. Donc bientôt des millésimes. Il y a des millésimes. C'est ça, exactement. Déjà. D'accord, Oui. d'accord. Sauf que j'ai une petite production, donc au final, j'arrive pas à garder de bouteilles. Vous buvez trop, Sophie, ça Non, suffit. c'est pas moi. On en a pas. Si, on en a quelques-unes, on les goûtera tout à l'heure parce qu'il fait chaud. Hein. Autant vous dire qu'en Haute-Garonne, la chaleur s'est installée, le cadre de vie est quand même assez plaisant, je trouve. Et puis encore une fois, je ne sais pas si vous entendez, mais les oiseaux. Évidemment, quand je demande, ils ne sont pas là. Merci, hein. C'est sympa. On va poursuivre l'émission. On vous retrouve tout à l'heure. De toute façon, je vois que Sébastien, et ça y est au boulot. Là, on ne peut rien dire, on ne peut pas l'attaquer. C'est parti. La tresse est en marche. Et peut-être pour vous faire découvrir d'autres acteurs de ce terroir, de ce territoire très actif, on va passer une petite vidéo maintenant. Vous avez l'habitude, quand vous nous suivez, de voir d'autres têtes, d'autres acteurs qui sont, eux, impliqués sur la Maison des Potiers, qui est à Cox, à quelques kilomètres d'ici, avec Jean Fontaine, Caroline Paris, qui est vétérinaire et qui s'occupe également des ruches qui sont ici au château de la Réole. Elle est apicultrice, joli jeu de mots, vous allez voir. Gilles Corsi, qui est lui meunier et qui s'occupe du moulin de Brignemont, qui est à quelques kilomètres de là. Ce qui caractérise ces gens, vous allez voir, c'est quand même leur accent. Et vous moquez pas en Normandie ou ailleurs, parce que c'est notre terroir, c'est notre accent, et il est super, vous allez voir. À tout de suite pour découvrir la suite de nos aventures. Ah, pigeonnier. Plutôt moulin, j'aurais le vertige dans un pigeonnier. Ça serait plutôt moulin puisque je suis meunier dans un moulin à vent et moulin à vent de Brignemont bien évidemment. Ah, l'ail violet de Cadour bien entendu. Miel des prés. Alors j'aime bien les deux. Sauf qu'ici, ail violet, forcément, là aussi, on est dans le terroir du violet. Moi, grand défenseur du terroir, évidemment. Ail violet, c'est sûr, toujours un peu d'ail violet quelque part dans la petite cuisine qui va bien. Ça, c'est important. Mais le miel, ma foi, ouais, j'adore le miel aussi. Ouais. Alors les deux j'aime bien. Les deux. Tout dépend. Mais la visite guidée, c'est parfois très bien. Plutôt visite libre, j'aime mieux la liberté qu'être dans les sentiers battus. Alors ça dépend des endroits. Pourquoi? Parce que d'abord je fais des visites guidées, je ne sais pas si elles sont exceptionnelles, mais bon, il m'arrive d'en faire quelques-unes. Et voilà, et chez moi, mais par contre les visites libres aussi ailleurs, ça peut être sympa, avoir un peu de liberté. Alors finalement j'arrive à faire un mélange des deux, vous allez me dire lui il est peut-être pas comme tout le monde, mais un mélange des deux me paraît bien, parce que si c'est trop guidé, c'est peut-être, si c'est pas assez cool, les gens s'éparpillent et les enfants n'écoutent pas, alors que si c'est évidemment carrément libre, c'est peut-être un peu l'anarchie aussi, donc entre les deux ça me paraît bien, c'est ce que j'essaie de faire, puisqu'entre les deux, j'adore ça. Jardin.
plutôt jardin, avec des belles fleurs pour les abeilles et qu'elles puissent butiner, enfin de la biodiversité. Jardin. Jardin parce que jardin, verdure, fleurs, fruits, abeilles, tout ce qui va avec jardin. Oui, mais bon, cours aussi, il y a des magnifiques cours comme ici au Château de la Réole par exemple, qui est absolument superbe. Mais bon, mais la nature nous a donné plein de belles choses. On a beaucoup de mal à la garder, à la conserver. On fait, je crois, tous ou presque le maximum. Et donc le jardin, ouais, c'est carrément génial. Là, il y a quelques heures, j'étais en pleine ville, c'était pas rigolo. Je suis content de retrouver le cadre peinard du Château de la Réole et de la région. Eh bien, écoutez, je suis Jean Fontaine, je suis responsable du musée de Cox. Le musée de Cox, c'est un musée qui se trouve dans la maison du potier et qui présente en fait 5 siècles de poterie dans ce petit village de Cox, du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Donc le rucher qui est au château de la Réole est un rucher qui appartient au groupement de défense sanitaire du département pour lequel je suis la vétérinaire sanitaire. Et il nous sert en fait de rucher témoin pour soigner toutes les abeilles du département. Donc dès qu'il y a un problème, ça nous permet d'intervenir sur les ruches des apiculteurs du département. Voilà, donc c'est un rucher qui a vraiment toute son importance, sachant qu'on est dans un milieu classé sensible, donc sans pesticides. Donc c'est vraiment une bonne référence pour le département. Voilà. Moi je suis Gilles le meunier, Gilles Corsic, mais bon voilà. Meunier dans un moulin à vent de Brignemont, passionné, il paraît, on pourrait résumer comme ça. Puisque c'est un rêve d'enfant qui est devenu une passion. Et c'est pas mon métier, c'est uniquement ma passion. C'est pour ça que je suis aussi peut-être passionné. C'est compliqué d'avoir les deux des fois. Mais voilà, après j'y tiens énormément. Je suis paysan, mais surtout paysan bio, quoi. Paysan bio et fier de l'être depuis 12 ans, puisque c'est de la farine qui est bio, qui est du blé bio qui est écrasé dans mon moulin. Et de la farine bio que je distribue à tous mes visiteurs, toutes mes écoles. Et après ils font du pain, ils font autre chose, mais ouais, là aussi très attaché, terroir, racines, accent, etc. Les valeurs du pays gascon qui pour moi sont très importantes. Ah, regardez! Ah, une libellule. Ça, c'est bon signe, d'après ce qu'on m'a dit à l'école. Quand une libellule et des papillons sont là, c'est que la nature est vraiment très à l'aise ici. N'est-ce pas, Sylvie? Ici, il se passe des trucs... Ah ben c'est magique. Oui, oui je cherchais le mot. Voilà. Je magique. crois que la Réole, le château de la Réole, une fois qu'on découvre cet espace, que ce soit en visite guidée proposée par le comité départemental du tourisme ou à l'occasion de la visite des expositions ou spectacles, je pense qu'on revient. Voilà, on marque des rendez-vous réguliers. Et justement, ces rendez-vous, il y en a pas mal cet été avec le festival 31 notes d'été? Oui, alors le festival 31 notes d'été, donc proposé par le conseil départemental du 5 au 28 août, c'est un festival gratuit, c'est important, oui. Parce que la culture est essentielle pour cette collectivité qui souhaite que l'accessibilité à l'offre culturelle soit pour tous et pour chacun. Donc on est sur 47 spectacles l'été prochain, avec en tout une centaine d'événements entre les visites touristiques, culturelles, patrimoniales, concerts, spectacles. Donc voilà, on irrigue le territoire du nord au sud. Alors je vais citer quand même les communes, je pense que c'est important. Oui, parce que c'est important et puis il faut insister sur le fait qu'on est dans la culture mais aussi le tourisme. Il y a des découvertes très intéressantes. C'est un festival qui allie vraiment le patrimoine, le tourisme et la culture. Donc cette année, on est sur 17 lieux au Garonnais, donc une quinzaine de communes qui sont Sainte-Gabelle, Grenade, L'Île-en-Dodon, Montrégeau, Nailloux, Pauillac, Pinsaguel, Revel, Rieulvestre, Saint-Béat-Lèze. Et 5 lieux du conseil départemental, le musée de la Résistance et de la Déportation, le musée de l'Aurignacien, Saint-Bertrand-de-Comminges, l'abbaye de Bonnefond et le château de la Réole. Voilà, donc 17 lieux au Garonnais et deux nouveaux lieux cette année avec 2 lieux, on va dire, essentiels du patrimoine aussi toulousain, qui sont la maison Nougaro, avec la péniche
hommage à Claude Nougaro. Le port de l'Embouchure à Toulouse. Exactement. Ouais. Et l'Écluse Saint-Pierre, un nouveau lieu culturel à Toulouse, Ouais. donc qui va bénéficier d'un concert en partenariat avec le festival 31 Notes d'été. Qui cette année a une thématique ouverte et porteuse. Ben oui, après la thématique l'année dernière qui était sur la liberté d'être, liberté d'expression que nous avions envie de retrouver après le Covid, cette année nous sommes sur la fraternité, la sororité, donc créer aussi des espaces de partage, de convivialité, et je crois que voilà, un festival de musique, de théâtre, de danse, ce sont vraiment les lieux dédiés à ces rencontres-là. Si on revient sur la Réole, pour se centrer sur ce magnifique lieu dont Régis a les clés, on a un paquet de rendez-vous cet été. Oui, 17 concerts, spectacles, 17 propositions artistiques différentes dans le domaine des arts vivants, et ensuite 2 expositions aussi, on n'en a pas parlé, mais on va en parler, on en parlera peut-être après. Par rapport à la programmation arts vivants, peut-être dire une nouvelle initiative de l'année dernière, qui sont les matinales au château, que nous avons initiées dans la cour du château, cherchant la fraîche à 11h du matin. J'espère qu'on pourra bénéficier de cette fraîche-là cet été. On verra avec Radio Mango, là, s'ils feront les malins à cette époque-là. Voilà, avec des programmations comme Radio Mango, dont nous avons pu écouter un extrait tout à l'heure de leur travail. On a des duos, des trios maximum. On est sur des petites formes dans le château pour une centaine de personnes, avec du blues africain autour de Jean-Paul Lafitte et Pamat, de la chanson franco-latine avec Clan Destino, de l'harpe, électro et du slam, avec François Dorambus et Rebecca Ferron, et des polyphonies corses avec Afuntana. Et il me manquait Radio Mango, on en reparle avec le jazz guinguette ou guinguette des années 20. On va en parler. On va dire que c'est un peu ça. On va en parler tout de suite. Voilà, et ensuite, donc tous les après-midi, on est sur différentes propositions. On peut avoir 2 ou 3 plateaux artistiques, du cirque, avec la compagnie Singulière qui offre un spectacle assez surprenant qui s'appelle Les Soliloques. L'Agite, une compagnie historique de la région toulousaine, avec une pièce engagée, puisque les programmations du conseil départemental se veulent toujours engagées, tout en étant ludiques et accessibles pour le plus grand nombre. Donc l'Agite, avec sa pièce, nous étions debout, mais nous ne le savions pas. La compagnie A, un hommage à Molière, puisque nous fêtons les 400 ans, avec Les Précieuses Ridicules. Et donc du cirque spectaculaire avec le cirque Vost, du jonglage extrême avec la compagnie LPM et une expérience circassienne en réalité virtuelle avec la compagnie Phil Concepts. Voyez, donc on est vraiment sur une programmation très ouverte, très large, de la danse aussi avec la compagnie Philao. Voilà, l'idée c'est de donner à voir la richesse artistique et culturelle du département, et c'est aussi une occasion pour la collectivité de montrer son soutien aux artistes après cette crise qui a été assez dramatique. Et pour tous les publics aussi, parce que je crois que le 28 août, c'est la journée pour les petits presque. Et je vous remercie de me faire le lien. Effectivement, la clôture de ce festival au Château de la Réole avec ce projet Princes et Princesses en basket, qui est un projet porté par les archives départementales en partenariat avec la DAV, la Direction des Arts Vivants, et la médiathèque. Donc différentes directions de la culture se sont associées pour porter ce projet. Et l'idée est de pouvoir faire découvrir l'histoire, le patrimoine du 18e sous toutes ses formes, avec des ateliers d'enluminure, mais aussi des ateliers de danse et un bal costumé qui clôturera l'après-midi. Le 28 août, donc la fin du festival qui s'annonce très riche cette année. Régis, il va y avoir du boulot pour accueillir tout ce monde cet été. Oui, mais nous sommes préparés, nous sommes armés, nous ferons face. Oui. Chaque année, il y a souvent des publics importants, hormis les 2 dernières, comme le disait Sylvie, qui ont été un peu particulières, mais sinon, ce qui est important, je crois, dans ce festival, c'est comme dans d'autres lieux, il permet de porter la culture dans des coins un petit peu reculés de notre capitale, des coins où il est plus souvent difficile de trouver une offre culturelle, justement, et ça va permettre à chacun, d'autant que c'est gratuit, donc on n'a pas d'excuses. C'est important de sortir de la ville, et d'autant plus, Sylvie, peut-être que d'autres motifs nous poussent à venir à la Réole, les expositions qui sont maintenant identifiées tout au long de l'été. Tout à fait, donc alors je vais commencer par celle qui est pérenne, puisque depuis 3 ans maintenant, nous accueillons une collection qui nous a été offerte donc par Lucien Vieillard, qui est
un résistant et peintre du naïf, et qui a donné sa collection au conseil départemental pour pouvoir permettre au public de la découvrir de façon accessible. Donc cette exposition, elle est évidemment présente tout l'été, avec 3 toiles qui ont été données juste avant son décès, puisqu'il est décédé en novembre 21. Et peut-être dire qu'aux Journées du patrimoine que nous célébrons ici au château, nous lui rendrons aussi un hommage un peu particulier. Et deuxième exposition, donc ça c'est l'exposition annuelle, en partenariat avec le Festival MAP, que le conseil départemental soutient. Nous avons travaillé ensemble. Qui est dédié à la photo, on peut le dire à nos amis. Oui, voilà, qui Festival MAP dédié à la photo, pardon, oui, bien sûr. Nous avons décidé d'accueillir donc Jane Evelyn Atwood, qui est une photographe franco-américaine, et qui nous propose ici une photographie. On va dire, alors elle n'aime pas qu'on dise humaine engagée, humaniste engagée. Moi, je pense que c'est une femme des rencontres, une femme des histoires de chacun. Donc, on a 7 histoires de vie différentes, de quartiers, avec beaucoup de délicatesse. Elle accompagne un ami à elle, Jean-Louis, qui était atteint du sida, et elle l'accompagne du début jusqu'à la fin. Et en même temps, ce sont des photos d'une grande générosité, une grande qualité artistique. Grande dame de la photo. Une grande dame de la photo, voilà. Qui est ici exposée vraiment en nombre, avec 210 clichés qui sont très représentatifs de son travail de 1976 à 2010, je crois. C'est ça. Donc belle expo, venez la voir, et chaque été le château de la Réole accueille ce genre de manifestation très importante. Je me tourne vers vous les amis à nouveau une dernière fois avant d'écouter de la musique, parce que Sophie, je crois que on n'a pas évoqué le cidre dans tous ses aspects, toutes ses approches, parce qu'on en voit plusieurs sortes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors ma petite particularité, c'est que je fais différents types de cidre. Donc je fais un assemblage de pommes, je fais du pomme-poire, du pomme-coin. Et après j'ai voulu tester quelque chose qui peut surprendre et à la fois qui plaît beaucoup. C'est du cidre vieilli en fût d'Armagnac. Voilà, donc je vais chaque année... Je vois des amateurs là, non? Oui, derrière. Chaque année chercher des fûts d'Armagnac chez nos voisins gersois. Oui, qui sont tout proches. Voilà. Ouais, d'accord. Et c'est ça l'échange aussi. Et voilà, et donc ça donne quelque chose qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas fort du tout. C'est même, certains me disent qu'ils le trouvent plus doux que le pomme classique. Je crois qu'il va falloir goûter, non les amis, hein, c'est ça? Alors attention, parce que par contre c'est un cidre qui est un peu plus élevé. Qui tape, comme l'ail de Sébastien, l'ail violet, qui tape hein, si on le mange cru comme ça. Hein, ouais. Et un instant, je me suis cru dans les tontons flingueurs, j'ai eu peur qu'on sorte le brutal avec la pomme. Sébastien, elle est où cette stress? Eh bien, je vais vous la faire de suite. Ah, en direct, d'accord, je me disais, mais qu'est-ce si qui vous se voulez. passe? Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Donc, là, il est pelé. Oui. Donc oui, on a enlevé toute, toute la terre, ouais, les peaux sales, et voilà comment ça se passe tout simplement. Nous tressons ça comme des tresses. Comme les cheveux. Comme les cheveux, voilà. D'accord. Et c'est ça que vous vendez sur les marchés ensuite? Voilà, et ça c'est vendu comme ça. Donc la tresse, souvent c'est des tresses d'1 kg en règle générale. Il peut y avoir des 2 kg ou des 500 grammes selon le calibre de l'ail. Et si vous voulez, souvent elles sont faites, alors bon là je vous la fais un peu dans le désordre, mais en règle générale les grosses têtes sont en haut et les petites têtes en bas. Pourquoi? Parce que tout simplement les petites têtes conservent plus longtemps que les grosses têtes. Ah. Donc quand on la pend par la queue, la tresse si vous voulez, souvent les premières têtes qu'on voit en haut c'est les grosses têtes et en bas les petites têtes. Et donc ça permet de conserver. Là ils se conservent très bien au sec. Température ambiante, mais plutôt une pièce sèche, ne les mettez pas dans des caves ou tout ça, parce que c'est là où est-ce que là il va conserver moins bien, quoi, je dirais. Il n'aime pas l'humidité, quoi, là, voilà. On l'utilise pourquoi, l'ail violet? L'ail violet, bon, en dehors des vampires non, alors il faut savoir que l'ail est un très bon, alors je vais pas dire un médicament, mais pour la santé c'est très bon. C'est pour la circulation. Pour la circulation, ça évite l'hypertension et tout ça. Il faut savoir aussi que c'est aphrodisiaque, puisque si je ne me trompe pas, Louis XIV avait pas mal de prétendantes. Il mangeait prendre la beaucoup d'ail.
Donc c'est très bon pour la santé, quoi. Là, il y a des candidats là, qui veulent la tresse, on va vous débarrasser, je mais pense. bien sûr, il n'y a pas de souci. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça, voilà. Bon, merci Sébastien, Voilà. c'était un plaisir de découvrir en temps record. Ma première tresse de la saison, et oui, oui. saison, voilà. Oui, parce qu'encore une fois, il a été arraché il y a peu de jours. Hein. Et ouais, il a à peine une semaine. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, merci Sophie, c'était un plaisir de découvrir vos produits. On va poursuivre en musique avec Radio Mango que vous avez découvert tout à l'heure et qui sera le 14 août au Château de la Réole dans le cadre du festival que nous avons évoqué avec Sylvie Castro, 31 notes d'été, puisque nous serons ici tout l'été. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, on est bien, oui. On continue donc avec le groupe Radio Mango, peut-être vous découvrir davantage, David, Laurent. Le type de musique, on le disait tout à l'heure, il est plutôt de type guinguette, on est sur quelque chose de festif. Ben ouais, de la musique assez populaire, des valses, des javas, du tango, de la musique qui se danse aussi. Oui, c'est ça. Hein. C'est un plaisir d'échanger à travers ces instruments qui sont quand même pas communs presque, j'allais dire, le mariage en tout cas. Le mariage de ces deux instruments est fait déjà. Enfin, il n'est pas plus original que ça, pas inédit, mais en tout cas, ouais. Ce plaisir de faire marier ces deux sonorités est bien présent. Le parcours les parcours qui sont les vôtres, Laurent peut-être, c'est l'accordéon depuis toujours? Oui, c'est l'accordéon en premier et l'accompagnement d'artistes. Et après tout le côté jazz, influencé, enfin, j'apprécie énormément le côté Richard Galliano, etc. Oui, oui. Et puis l'accordéon est revenu en grâce, j'ai l'impression, depuis quelques années, décennies. Moi je pense qu'il n'a jamais quitté ouais. le haut du pavé, il a toujours accompagné notamment, moi je parle de l'accompagnement de chant. Oui. Edith Piaf avait un accordéoniste, oui. Jacques Brel avait un accordéoniste, Renaud avait un accordéoniste, il y a toujours eu de l'accordéon. Claude Nougaro. Bien sûr Claude Nougaro, oui. et puis dans tous les pays, que ce soit au Brésil, tous les pays de l'Est, il y a de l'accordéon. Dans la Scandinavie aussi, enfin partout. Oui, donc la sonorité est plaisante et toujours actuelle. David, ce qui est surprenant sur votre parcours, c'est la multiplicité des expériences. Il y a vraiment un appétit. Le terme que vous avez employé, c'était la boulimie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir fait énormément de rencontres et de multiplier les expériences musicales. Et c'est quelque chose dans lequel je me plais beaucoup. En tant qu'instrumentiste et puis aussi en tant qu'arrangeur ou compositeur. Donc, Mais on est vraiment sur beaucoup de choses différentes, de l'afro-funk, du funk rock, du disco. On aurait pu faire September, Earth, Wind & Fire, mais c'est pas la bonne formule. Hein, ouais. Voilà. Il y a aussi de l'afro-trad brass band, du saxo jazz, musique du monde, hard bop, donc c'est très ouvert. C'est très ouvert ouais. Et c'est très enrichissant oui. de se nourrir de ces rencontres en fait. Bon, et le duo, c'est une formule qui vous a séduite et qui vous a enthousiasmé tout de suite. C'était une envie aussi de partager? Oui, enfin, moi c'était une envie que j'avais depuis longtemps. J'ai mis quand même pas mal de temps à trouver mon partenaire qui m'a fait confiance. Et c'est vrai que assez rapidement, dès les premières répétitions, on s'est dit que malgré une mise à nu importante, parce qu'on n'est que deux, et on avait envie de creuser dans cette direction-là. Ouais. Mise à nu, un stress, j'ai l'impression, non? Oui, un peu, ouais. Un peu. Oui, disons que normal. Le direct avec une caméra. Mais on est en famille, il n'y a personne, mais vous inquiétez pas, on est entre amis, tout va bien. On vous écoute avec quel titre maintenant? On va jouer le tango de la presqu'île, qui est une proposition de Manuel de Coq. D'accord. Merci Radio Mango, c'est un plaisir de vous avoir eu avec nous.
Radio Mango, le 14 août au Château de la Réole dans le cadre du festival 31 notes d'été. Merci encore, c'était un plaisir de vous découvrir et puis de faire chanter les oiseaux. Bravo, ils sont là et ils ont pris le rythme. La Haute-Garonne part en live se termine avec les rendez-vous de cet été avec le 2 juillet. Alors vous le voyez, le beau visuel du festival 31 notes d'été. Sylvie, il y a des dates à évoquer aussi auparavant. Le 21 juin ce soir déjà avec la fête de la musique. Oui, au conseil départemental, voilà. Abrité, parce que je sais qu'ils annoncent des orages, donc on est sous le pavillon République, donc avec Toulouse Contour, qui est Armengo, Yvan Cujoux et Magid Cherfi, donc leur deuxième album qui sera présenté ce soir. Et en première partie, on cède le plateau à l'école de musique à Tempo qui va rendre un hommage à l'Ukraine, puisque parmi les enseignants, il y a des enseignants ukrainiens. Et voilà, donc belle soirée pour le 21 juin. Tout à l'heure, donc rendez-vous au conseil départemental. Régis, le 2 juillet chez vous, les jardins du château de la Réole, c'est une rando nature numéro 4, si j'ai bien compris, avec une découverte du territoire, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. C'est une série de randonnées gratuites sur inscription que nous organisons, le comité départemental du tourisme donc, et la fédération départementale de randonnée pédestre. Et cette année, donc, nous inaugurons la boucle de balade qui a été ouverte dans le château et que nous avons nommé, alors je ne vous cache pas qu'on s'est un petit peu creusé la tête, oui, j'ai l'impression, réfléchi, hésité, voilà, et puis donc on l'a appelé la boucle du château. Hein. C'est pas mal, oui. Voilà. Donc ça, gros brainstorming, pas d'ambiguïté, grosse on sait réunion, où elle se trouve, et voilà, elle fait 2,9 km, elle est utilisable, praticable par tout public. Elle se fait en 40-45 minutes et elle permet de découvrir une zone qu'habituellement les gens méconnaissent justement, qui est la partie nature
du château. D'accord. Souvent ici pour la culture, mais là cette fois c'est la nature qui est très bien représentée, protégée ici. Je continue sur les rendez-vous culturels avec le 7 juillet, une table ronde autour de la ressource en eau et la projection du film Amusu de Nadir Bonmouche. Alors c'est tout ça dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Ciné plein air, organisée avec l'association Film Recherche et Développement Durable. Le 8 juillet, l'Espagne sur son 31, à nouveau Sylvie, à Toulouse. Oui, c'est un hommage souhaité par le conseil départemental à l'exil républicain espagnol. Et donc chaque année, ce rendez-vous consacré à l'Espagne et à sa culture. Et donc cette soirée Espagne sur son 31 mettra en scène une chanteuse qui s'appelle Maria Terremoto. Bravo. Et un immense danseur qui s'appelle Farruquito, voilà, qui est le fils de Farruco. Et en première partie, un bal sévillan avec un groupe toulousain, Carreos, qui animera les danseuses de Séville. On va vous voir là-bas évidemment, et Régis aussi, enfin toute l'équipe est conviée. Je vais peut-être convier aussi Catherine Desjans qui nous a accompagnés pendant l'émission, et puis Jean-Pierre Laborde qui nous font le plaisir de nous accompagner, qui était sur des émissions précédentes. Venez nous rejoindre pour dire au revoir à nos amis qui nous regardent sur Facebook pour ah oui, on va aller voir les produits. Merci d'être là, Catherine et Jean-Pierre, on est ravis de vous avoir et de voir qu'il y a un suivi de nos émissions, c'est un plaisir de vous avoir. Et puis peut-être on va jeter un œil à des produits de terroir avant de vous quitter, parce que il faut donner envie de venir davantage et puis découvrir ces plaisirs de bouche et de papilles. Régis, il faut nous dire ce qui est ici peut-être. Bien, ici, ce sont des pâtes à l'ail dont parlait M. Topiac tout à l'heure, qui sont produites par la ferme d'Anjouas, qui est à Legrès, un petit village pas loin d'ici, et qui propose donc d'intégrer directement de l'ail lors de la préparation à ses céréales, pour la préparation des pâtes. Le cidre de la Com, à Bellegarde Sainte-Marie, avec donc Sophie Connor, qui était sur le plateau tout à l'heure. La bière à l'ail, puisque là il a envahi tous les domaines, vous voyez, d'expression du canton, donc la garlic en particulier, qui est la bière à l'ail qui est produite à Cox et commercialisée également à Cox. Et enfin les petits biscuits carrément bons, qui sont eux réalisés par la biscuiterie de Lonac, que nous commercialisons, voilà, l'ensemble de ces produits à la boutique du château, avec toujours l'optique d'être sur des circuits courts. Et enfin donc les produits graines de pastel également, où nous proposons des crèmes pour les mains ou des savons qui eux sont réalisés à partir des graines du pastel cette fois, pour leur propriété hydratante. Pas de poterie, Régis, hein, je suis surpris, mais elle est en cours, j'imagine. Je veux juste montrer ce joli ballon siglé Haute-Garonne Tourisme, puisque vous le savez, la Haute-Garonne accueillera des matchs, Toulouse notamment, en 2023 pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, donc c'était pas innocent d'avoir ce ballon. Il me reste à vous remercier, à vous dire que nous nous retrouvons pour ce Facebook Live mensuel le 12 juillet prochain à Revel, un autre lieu connu et très agréable où nous sommes habituellement bien reçus. Pas mal, hein, je l'ai eu. Hein. Merci pour votre attention, et puis au 12 juillet à Revel. Merci à tous de nous avoir rejoints et merci pour vos talents multiples.